me fait grand plaisir à moi et à toute l'équipe des Amis de la Montagne de vous accueillir aujourd'hui en si grand nombre. Les Amis de la Montagne est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de protéger et mettre en valeur le Mont-Royal via l'implication du public, l'éducation en environnement et la représentation des intérêts de la montagne. Le tout en privilégiant l'engagement de la communauté citoyenne dans nos actions. Donc, depuis les années 90, les Amis de la Montagne mobilisent la communauté via le programme d'intendance environnementale que nous appelons PIE. C'est une façon concrète de poser des actions pour protéger l'environnement, que ce soit en participant à l'une de nos activités hebdomadaires de conservation des milieux naturels, comme la lutte aux plantes envahissantes, les plantations de végétaux, ou l'inventaire de l'avifaune hivernale, le projet Feeder Watch, qui vient tout juste de commencer. Donc, en complément cette année aux actions du PIE, nous offrons une série de conférences qui s'intitule « Questions de conservation ». Nous traiterons des sujets d'actualité qui portent sur le Mont-Royal et ses milieux naturels. Il y aura une présentation aux 2 samedis de 10h à 11h jusqu'en avril. C'est un rendez-vous pour maintenir un lien avec la communauté, pousser les discussions plus loin et découvrir les réalisations concrètes des amis sur le terrain via la publication de nos rapports d'intendance. Donc, la séance d'aujourd'hui se déroulera en 2 temps. Nous commencerons d'abord avec la partie présentation. Je vous rappelle qu'il serait important de fermer votre micro. Ensuite, la partie échange et questions qui durera de 15 à 20 minutes. Nous espérons que vous tirez des informations riches de la présentation. Cela vous donnera le goût d'en apprendre davantage. Donc, avec nous aujourd'hui, nous aurons Dominique Fréchette, qui est éducateur en environnement et patrouilleur des milieux naturels. Dominique détient une maîtrise et un baccalauréat en sciences politiques à l'UQAM et est étudiant au microprogramme de 2e cycle en enseignement postsecondaire à l'UDM. Dominique est un passionné d'éducation, de politique et d'environnement. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Lucas Veille, éducateur en environnement et patrouilleur des milieux naturels. Lucas est diplômé en bioécologie et en éducation relative à l'environnement. Lucas consacre tout son temps libre à sa passion naturaliste, que ce soit en randonnée ou avec un appareil photo. Alors, sans plus tarder, lançons-nous maintenant dans le cœur du sujet. Donc, aujourd'hui au menu, nous regarderons les forêts du Mont-Royal, donc avec Lucas, donc les différents peuplements de la montagne. En 2e point, nous aurons les plantations au fil du temps avec Dominique. En 3e point, les plantations des Amis de la Montagne avec moi-même. Et en conclusion, vers le futur et plus loin. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Lucas Veille. Merci Antonin. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Parfait. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va commencer par préciser une notion, c'est celle de peuplement. Vous le voyez en titre, les forêts du Mont-Royal, au pluriel, nous renseigne en fait sur l'hétérogénéité du couvert forestier de la montagne. Ce n'est pas une seule grande forêt, mais vous voyez sur cette carte produite lors d'une étude commandée par la ville de Montréal en 2006, vous voyez les différentes couleurs représentent différents peuplements. Donc cette diversité-là, cette mosaïque de milieux, bien fait de la montagne vraiment un environnement riche. Nous allons donc définir cette notion de peuplement, comment on a pu en fait identifier des zones. Ensuite, je vous emmènerai découvrir les principaux peuplements de la montagne. Et enfin, je vous présenterai quelques essences remarquables sur le Mont-Royal. Alors, qu'est-ce qu'un peuplement? Un peuplement, c'est en fait la faculté pour une parcelle de bois de se distinguer du voisin. Et comment des parcelles de bois se distinguent-elles les unes des autres? Eh bien, c'est très simple. D'abord, et à la fois très compliqué, je vous l'accorde, à la fois la composition floristique, c'est le principal indice qui permet de les différencier. Donc, vous avez sur le Mont-Royal différents peuplements qui peuvent être, par exemple, une pessière blanche. Alors, une pessière blanche, c'est quoi? C'est un peuplement dominé par l'épinette blanche. Mais vous pouvez avoir aussi dans ce peuplement une espèce compagne. Alors, une espèce compagne, on peut imaginer par exemple le carrier. Donc, on aurait ici une pessière blanche à carrier. Ça, c'est un peuplement avec une plante compagne. Vous pouvez avoir aussi dans le peuplement, pour le distinguer, une structure qui varie. La structure peut être écuyenne, c'est-à-dire que vous avez un peuplement qui peut avoir tout le même âge, donc à 10 ans près à peu près. Et puis, vous pouvez avoir une structure à la fois, sinon inécuyenne, différemment, une structure inécuyenne qui, elle, représente des classes d'âge différentes, plus d'une classe d'âge dans le peuplement.
Ensuite, on peut observer plein d'autres facteurs qui permettent de distinguer les peuplements entre eux. La répartition du bois dans l'espace, s'il y a beaucoup de trouées dans la canopée, comment sont répartis les arbres. Et puis, on peut après trouver d'autres critères comme l'état sanitaire du peuplement, par exemple. Bien sûr, ces peuplements sont affectés par des facteurs qui sont déterminants. Alors, vous avez en premier lieu la géologie. Celle du Mont-Royal est diverse puisqu'il y a à la fois de la roche magmatique comme du gabbro et à la fois des sols calcaires qui ont aussi des différences de topographie qui affectent ces deux facteurs-là, s'affectent entre eux, affectent le drainage de l'eau, affectent la pierrosité des sols. En prenant en compte les facteurs du peuplement préexistant et ces facteurs du sol et de la géologie, eh bien, on est capable d'établir des stratégies de plantation. On ne plante pas n'importe quel arbre n'importe où. Antonin y reviendra tantôt. Alors, sur le Mont-Royal, j'ai choisi de vous faire découvrir 3 peuplements principaux, mais ils peuvent se décliner avec des espèces compagnes sur la montagne. Donc, je vous emmène voir une freinée d'Amérique, une chênaie rouge, une érablière sucrière. Ces peuplements sont répartis sur la montagne. Vous pouvez les retrouver sur la montagne. Et si je commence avec la freinée d'Amérique, eh bien, vous vous doutiez que les frênes en ce moment sont en péril, effectivement à cause d'un ravageur que l'on appelle l'agrille du frêne, qui affecte très fortement les frênes et qui les décime tous. Alors en ce moment, sur le Mont-Royal, les coupes de frênes se terminent. Cette fois, mon collègue Dominique vous en parlera plus, lui. Mais pour vous dire que la freinée, telle qu'on la connaissait, telle qu'elle s'est développée durant le XXe siècle, profitant des travaux forestiers de fin du XIXe, début XXe, et au cours du XXe siècle sur la montagne, le frêne a vraiment été favorisé. Eh bien aujourd'hui, il est vraiment affecté par cet agricule du frêne, donc ça change nos peuplements et ça nous demande à nous, surtout à la ville de Montréal et avec nous, leurs partenaires, d'établir ces stratégies de plantation en lien avec des facteurs comme ceux-là. Donc, si on regarde un petit diagramme comme ça, vous allez pouvoir voir que le frêne d'Amérique était représenté dans les peuplements de freinée d'Amérique avec plusieurs classes d'âge. Alors ça, c'est une chronoséquence. Vous allez pouvoir voir là, si vous suivez mon curseur, frêne d'Amérique. En bleu, il y a les arbres matures qui sont représentés à une certaine valeur d'importance qui est ici en ordonnée. Vous avez des gaules, du gaulie. Donc ça, c'est des jeunes arbres de faible diamètre. Et puis le semis, c'est la génération qui est dans les starting blocks, qui attend de pouvoir prendre la succession des arbres matures dès que certains viennent à mourir. Eh bien, si on enlève ces 3 classes d'âge de frêne d'Amérique qui représentaient une grande valeur d'importance dans le peuplement, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer? Comment on doit mener nos aménagements, nous, en termes de plantation, pour que on ait des écosystèmes qui sont encore fonctionnels. Alors, on peut se demander, est-ce que l'érable à sucre, qui est par exemple dans la freinée d'Amérique bien représenté avec des arbres matures, des jeunes arbres et du semis, est-ce que c'est lui qui va réussir à prendre le dessus, si on l'espère, et à remplacer la freinée par une érablière? Ou alors, est-ce que ce scénario-là n'arrivera pas et d'autres espèces plus compétitives, comme des espèces invasives, vont prendre le dessus et couvrir le terrain? Donc, c'est grâce à ces outils-là que l'on peut établir aussi des stratégies pour l'avenir. Alors, laissez-moi vous emmener maintenant dans une chênaie rouge. Là, on se trouve au sommet du Mont-Royal. Ce qui frappe, c'est la grande diversité d'arbres que l'on retrouve dans ce peuplement. Beaucoup d'arbres matures, mais les chênes d'Amérique représentent une grande valeur d'importance dans ces peuplements parce que ce sont souvent des vieux arbres avec des gros diamètres. Et donc, ces vieux arbres définissent le peuplement comme chênaie rouge. Mais on peut avoir une chênaie rouge à épinette blanche sur le Mont-Royal, on peut avoir une chênaie rouge à frêne d'Amérique, et vous vous en doutez, les chênaies rouges à frêne d'Amérique sont appelées aussi à évoluer très rapidement, du fait de la disparition des frênes, bien sûr. Donc ces chênaies rouges, elles recherchent des sols bien drainés, où l'eau ressuie rapidement. Elles sont par contre sensibles à la compétition dans la régénération. Donc en fait, ça veut dire que s'il y a d'autres espèces d'arbres qui poussent en même temps que les jeunes semis,
le chêne n'est pas capable de tenir la compétition, puisque sa stratégie à l'état naturel, la chênaie aime les feux de forêt qui éliminent la concurrence et qui stimulent, lui, la production de rejets. C'est que la stratégie des Amis de la Montagne et de la ville de Montréal n'est pas de mettre le feu à la montagne, mais bien de trouver des façons de favoriser le chêne pour que ce peuplement rare à l'échelle de la région de Montréal perdure et soit stable à long terme. Parce que pour l'instant, si un vieil arbre de gros diamètre meurt, eh bien, c'est une grande perte de valeur d'importance pour le chêne dans la chênaie rouge. Il pourrait devenir alors un nouveau peuplement. On continue notre voyage à travers le Mont-Royal pour aller, par exemple, dans une érablière sucrière. Alors là, c'est vraiment l'identité des couleurs du Québec. Vous pouvez retrouver des érablières comme celle-ci dans Outremont, dans le parc Ochiragéné, Jojagi-Ochiragéné. Mais vous pouvez aussi retrouver des érablières sucrières accompagnées d'autres essences, comme des érablières sucrières à chêne rouge ou à frêne d'Amérique. Pour l'instant, vous en doutez encore, elles sont en péril. Et donc, ce peuplement-là, on peut le retrouver un peu partout sur la montagne. Il se porte bien puisque, en fait, l'érablière et l'érable à sucre sont des arbres tolérants et adaptables qu'on retrouve sur la montagne dans des pentes très fortes ou alors sur des pentes nulles, dans des sols très pierreux comme des sols peu pierreux. Ce qui semble vraiment le favoriser, c'est en fait un sous-sol calcaire qui va pouvoir l'aider à pousser et à se développer. Donc, il y en a d'autres de menaces, mais la menace sur les érablières sucrières, c'est souvent son intégrité qui est menacée. Alors, l'intégrité écologique, c'est une intégrité écologique forte, c'est que vous avez dans le peuplement que des arbres et des plantes indigènes qui ne sont pas introduites. À l'inverse, une intégrité faible traduit un peuplement qui est affecté par beaucoup d'espèces qui ne sont pas là nativement. Donc, l'intégrité peut être menacée dans les érablières sucrières par l'érable de Norvège, qui est une espèce introduite et qui se développe à grande vitesse sur le Mont-Royal, que nous essayons aussi de contrôler. Je voulais vous emmener enfin dans plutôt une ambiance de la forêt d'automne du Mont-Royal. Alors, quand on plante des arbres sur le Mont-Royal, on regarde les propriétés écologiques des essences et la faculté à reconstituer des peuplements viables, mais aussi, il y a une identité patrimoniale, visuelle à respecter. Par exemple, je parlais de l'érable de Norvège qui avait été planté massivement sur le Mont-Royal. Lui ne change pas de couleur. Donc, on perd alors une identité propre de la montagne. C'est pour ça que l'érable à sucre, par exemple, est favorisé pour aussi garder de belles ambiances. Enfin, c'est à vous de jouer pour vous stimuler un peu parce que je parle beaucoup. Alors, j'ai ici 4 feuilles mystères. Si vous êtes capable, dans le chat, dans la fenêtre conversée, vous pouvez me dire à quoi correspond la feuille A, la feuille B, la feuille C et la feuille D. Je vous laisse observer quelques instants. On fera un retour sur cette diapositive en fin de présentation si ça vous motive. Et puis, je vous la laisse encore aller 5 secondes. Et puis, on aura l'occasion d'y revenir juste à la fin si vous n'avez pas eu le temps de répondre à cette question. Il est temps que je laisse la parole à Dominique. Dominique qui va vous présenter les plantations à travers le temps. Merci beaucoup, Lucas. Bonjour à tout le monde. Donc, oui, nous voici donc dans la deuxième section avec les plantations au fil du temps. Ce que je vous propose ici, en fait, c'est une exploration donc de l'historique des plantations sur le Mont-Royal. Donc, une partie qui va être composée donc en fait, c'est pour retracer comment les êtres humains ont agi sur le milieu à travers l'histoire. Donc, la partie historique sera composée donc avant le parc, en première partie. Après ça, on va parler de Olmsted, Frédéric Law Olmsted. Ensuite, des coupes de la moralité. Ensuite, de la crise du verglas de 1998. Puis ensuite, on fera une petite section qui porte sur le contexte des plantations actuelles, en traitant brièvement de l'espèce exotique envahissante connue comme nerpron cathartique, ainsi que l'agrille du frêne que mon collègue Lucas vous a présenté brièvement plus tôt.
Puis, donc, à la fin, après ma section, mon collègue Antonin va enchaîner avec la section sur les plantations des Amis de la montagne. Donc, l'avant le parc, donc on va parler donc d'une succession d'occupations humaines qui est étalée sur une très très longue période. Donc bien sûr, on n'a pas le temps de tout couvrir là-dedans. Ça pourrait être un exposé en soi. Chaque petite partie qui est ici dans la diapositive. Donc il y a donc bien sûr la période précoloniale. On va mentionner brièvement la fondation de Ville-Marie en 1642. Puis ensuite, donc le tournant du 19e siècle qui va se produire donc juste un tout petit peu avant la fondation du parc. Et on continuera par la suite avec la fondation du parc et la suite. Donc, bien qu'un effort concerté existe aujourd'hui pour la conservation de la flore du Mont-Royal, notamment par la plantation d'arbres avec les Amis de la montagne, le Mont-Royal, il a connu donc une succession d'occupations humaines, et ça depuis donc l'époque précoloniale, comme on voit ici. Et donc, à travers ces occupations-là, la forêt du Mont-Royal, elle a évolué beaucoup, donc dû aux usages qu'en faisaient les différents occupants. La présence donc de certaines essences d'arbres a été favorisée. Donc là, on commence avec l'ère précoloniale, a été favorisée par les membres des nations autochtones qui habitaient le secteur. On peut penser par exemple au carrier ovale ou à un herbacé comme le podophile pelleté. Donc, si on les mentionne, en fait, c'est pas nécessairement que les gens des Premières Nations, on n'est pas certain, en fait, que les gens des Premières Nations, donc, les cultivaient volontairement. Ça a peut-être été le cas, mais on sait qu'en collectant, par exemple, les noix du carrier ovale, ou en connectant, par exemple, les baies du podophile pelleté, ils ont participé à la dissémination de ces semences-là et ils ont donc eu un impact sur le milieu. On parle à cet égard-là pas nécessairement de plantation, mais il y a quand même une influence de l'humain sur le milieu qui a été observée, là, qu'on est capable de retracer, même si on n'est pas certain de comment ça s'est fait exactement. On mentionne donc la fondation de Ville-Marie en 1642. Donc c'est là que vraiment là, il y a une installation donc des Européens, des Occidentaux sur le territoire. Et puis donc suite à la colonisation, la forêt du Mont-Royal, elle va connaître plusieurs usages qui vont donc culminant donc au 19e siècle avec l'exploitation du bois. Une grande coupe à blanc qui a été réalisée par un des grands propriétaires terriens du Mont-Royal, coupe à laquelle nous référons fréquemment sous le nom de coupe de la Motte. Nos bénévoles très habitués vont reconnaître ce nom-là. Les coupes de la Motte donc sont nommées d'après le nom du dit propriétaire. C'est d'ailleurs un moment qui a été, c'est un des événements charnières donc d'une volonté populaire qu'un parc soit créé sur le Mont-Royal. Ce qui nous mène à donc Frédéric Lormsted, que vous connaissez peut-être. Donc, je vous fais un rapide contexte qui mène donc à la présence de ce charmant monsieur. Donc, il y a une grande vague d'industrialisation qui débute au tournant du 19e siècle et qui amène son gros problème. On parle à peu près de 1850. Donc, alors que la population grandit rapidement à Montréal, il y a des défis liés à l'hygiène qui vont se développer et prendre de l'ampleur. Les épidémies, notamment de choléra, sont monnaie courante et, bien sûr, la population augmente significativement à cette époque-là. De ce contexte-là, il émerge un besoin grandissant d'accès à des milieux naturels et à un air frais pur. Et la création d'un grand parc à quelques centaines de mètres à peine du centre-ville, ça devient une des initiatives parmi plusieurs, donc pour aider à contribuer aux bienfaits des gens. À l'époque, la ville s'étend aussi très rapidement et les bâtiments sont de plus en plus présents autour de la montagne. Donc, quand on passe, par exemple, au développement de la Côte des Neiges et éventuellement donc du secteur qui est à l'époque secteur ouvrier, donc qui va devenir le plateau Mont-Royal. Mais en plus, les bâtiments donc, commencent à se construire sur la montagne elle-même et vont donc envahir tranquillement, mais en fait pas tranquillement, même plutôt rapidement, en fait, c'est inquiétant, le milieu naturel. C'est donc dans ce contexte d'industrialisation rapide-là que le parc du Mont-Royal devient un projet bien réel. Donc, c'est en 1874 que va être engagé le renommé architecte de paysage américain Frédéric Lormsted, charmant monsieur sur l'image ici, qui est aussi le créateur, certaines personnes le savent probablement déjà, du célèbre Central Park de New York. D'ailleurs, si vous voyez, si vous trouvez que le Central Park ressemble, ou en fait que le Mont-Royal ressemble un peu au Central Park, c'est pour ça, c'est qu'il y a certains trucs qui rappellent bien sûr comment il a aménagé le Central Park. Donc, il est engagé pour dessiner les plans d'un parc sur la montagne.
Donc, pour Homestead, ce parc-là a donc à la fois pour vocation de rendre accessible un lieu naturel aux gens, mais aussi de conserver le milieu naturel qui est menacé par l'industrialisation et l'étalement urbain. Donc là, ici, je cite l'architecte paysagiste Daniel Chartier qui a mené une étude donc sur la vision de Homestead. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran ici. Donc, la végétation du Mont-Royal devrait être un savant équilibre de boisés, de bocage et d'air ouvert. Contrairement à l'approche des très interventionnistes, qu'il préconisait dans les parcs réalisés au début de sa carrière, Homestead préserve une grande partie de la végétation qu'il trouve sur le Mont-Royal. Ceci dit, cette nature devrait constamment être entretenue et améliorée par un abattage et un entretien des arbres, par des plantations d'arbres, d'arbustes et de fleurs sauvages. Cela ne signifie surtout pas, par exemple, un reboisement massif du site, ni la création d'aménagements très horticoles et florifères qui ferait paraître terme portion naturelle du site. On voit donc ici que Homestead, il préconise pour le parc du Mont-Royal une vision qui est moins axée sur l'horticulture ornementale, va favoriser plutôt donc l'idée d'une valorisation des éléments naturels qui sont déjà présents dans le milieu, et ce donc même pour les secteurs plus parcs que forêts, comme les aires gazonnées autour de la Maison Smith, que vous connaissez probablement, ou dans le secteur du lac au Castor, qui est très populaire, ou autour du Belvédère Conduaron, qui est l'aire de pique-nique, qui se situe derrière. Passons à un événement un peu plus récent, juste ici, que nous appelons donc les coupes de la moralité. Si vous connaissez donc les coupes de la moralité, ça se produit donc dans les années, ça commence dans les années 50, donc disons 1954 plus précisément. Le contexte, donc c'est la ville de Montréal constate qu'il y a un petit peu trop d'activités illicites sur la montagne. Et donc, pour leur solution pour contrer les activités illégales sur la montagne, c'est de faire couper tous les arbres et arbustes qui sont plus petits qu'un certain diamètre. Donc, vous pouvez voir la photo qu'on voit derrière, c'est ce qu'on appelle le Mont Chauve. Ça a un impact énorme sur le milieu, notamment notamment donc de l'érosion et des glissements de terrain importants parce que, comme vous le savez probablement, les racines aident à tenir le sol et aident aussi donc à empêcher que l'eau donc fasse juste glisser sur le terrain et ravage tout sur son passage. Donc, on continue avec les coupes de la moralité. Donc, suivant les coupes, pour rester dans le thème des plantations, la ville va essayer de récupérer son erreur relativement rapidement, disons. Donc, il y a des plantations en urgence qui ont lieu donc durant les années 60. On parle de 60 000 arbres plantés, dont 40 000 épinettes blanches. Le choix des épinettes blanches à l'époque est justifié par le fait que cette essence-là, elle prend racine très rapidement et va étendre ses racines horizontalement, ce qui va donc aider à maintenir le sol en place, à vraiment s'ancrer. Par contre, l'épinette blanche, elle n'est pas une essence qui se naturalise sur la montagne, c'est-à-dire qu'elle ne se reproduit pas, ce qui va créer d'autres enjeux de conservation à venir. Mon collègue Antonin viendra dans sa partie un tout petit peu plus tard. On passe à un événement que, j'allais dire les plus vieux se souviendront, mais je dois être un peu vieux aussi parce que je m'en souviens. On parle de la crise du verglas de 98. Donc, la crise du verglas, elle frappe en janvier de 1998 et celle-ci, elle va causer des dégâts qui sont significatifs à la forêt du Mont-Royal. On parle de 4 500 arbres qui doivent être abattus et de 30 000 arbres élagués. Je rappelle qu'à cette époque-là, les Amis de la montagne existent depuis 1986 et que nous avions donc, pas moi personnellement, mais les Amis de la montagne, bien sûr, déjà commencé à planter des végétaux au cœur du parc du Mont-Royal. Notamment avec la corvée du Mont-Royal de 1994. Nos bénévoles qui de longue date connaissent bien sûr la corvée du Mont-Royal que nous espérons avoir donc en mai l'année prochaine, en 2021, de nouveau. En 1994, nous avions planté 470 arbustes et 80 arbres, dont 50 noyers cendrés et 30 frênes d'Amérique. Ces frênes d'Amérique-là qui, malheureusement, sont probablement pas en très bon état aujourd'hui. La Ville de Montréal avait aussi procédé, donc on le mentionne, de 92 à 97 à d'importantes plantations dans les secteurs
du sommet, que mon collègue Lucas mentionnait plus tôt, qui est une chênaie aujourd'hui, et du Piémont, ainsi que de l'escarpement suite à l'aménagement donc d'un nouveau sentier dans ce secteur de l'escarpement. Ces plantations-là visaient à réduire l'érosion dans plusieurs endroits particulièrement escarpés. Ça a l'air d'être des très gros chiffres. Là. On parle de 232 000 arbustes, mais les arbustes, ça se plante relativement rapidement. Et on parlait de 11 000 arbres. Pour en revenir donc à la crise du verglas de 1998, suite à celle-ci, donc les Amis de la montagne vont reprendre des plantations de plus belles en augmentant année après année un nombre d'arbres plantés. Ces plantations-là, bien sûr, on les réalise encore une fois à l'aide de notre précieuse équipe de bénévoles. Vous voyez les chiffres ici, là, ça c'est 99, donc on reprend avec 306 végétaux, 795 en 2000, et ainsi de suite. Mon collègue Antonin va aussi approfondir ce sujet-là tout à l'heure. Là, on est dans le contexte plus actuel. Nous allons donc passer sur deux des grandes raisons pourquoi nous plantons des arbres aujourd'hui, à commencer par le nerf brun cathartique. Donc, c'est un enjeu actuel de conservation. Je vais pas trop donc, excusez-moi. La prochaine séance de questions de conservation, soit celle du 19 décembre, traitera plus en détail de cet arbuste. C'est l'une des espèces exotiques envahissantes contre laquelle nous luttons actuellement. J'en parle brièvement aujourd'hui parce qu'elle a un impact sur la manière dont nous plantons et planifions donc les plantations aujourd'hui. Si on pense, par exemple, c'est donc une espèce qu'on coupe sur la montagne. En 2019, on en a coupé à peu près 19 000 et ça, c'est seulement ce qu'on a pu compter parce que, en fait, pour ceux et celles qui ont déjà participé aux coupes de nerf brun, on en coupe tellement que c'est difficile de tout compter. Donc, c'est probablement beaucoup plus que 19 000. Malgré ces coupes-là, le nerf brun, il repousse très rapidement. C'est une espèce qui est très résiliente. Si la question du nerf brun cathartique vous intéresse spécifiquement, moi, je vous invite à notre prochain webinaire, donc celui du 19 décembre, qui va porter sur celui-ci. On va passer donc à un autre ennemi de la montagne qui a été mentionné plus tôt par mon collègue Lucas, donc la grille du frêne. Donc, la grille du frêne, c'est un insecte donc arrivé d'Asie, vraisemblablement par bateau de livraison. La grille du frêne, c'est un insecte vert émeraude éclatant dont la larve cause des dommages qui sont majeurs aux frênes d'Amérique. La larve, elle trace donc de grands sillons en forme de S sous l'écorce du frêne en grugeant le bois et en rendant donc la circulation de la sève de l'arbre très difficile, voire même impossible, ce qui va mener souvent à la mort de l'arbre. Si vous avez déjà vu là, les sillons qui tracent, là, ça devient tellement énorme et comme ils propassent dans des lignes là, où la sève passe, c'est assez souvent impossible. Quand l'arbre est infesté, le frêne va à peu près assurément mourir à chaque fois. Et donc, ce qui fait que la grille a cet impact-là sur nos frênes, c'est que le frêne d'Amérique, notre frêne, n'a pas coévolué avec la grille. Il est donc particulièrement vulnérable à celui-ci, alors que les frênes en Asie, ils ont coévolué avec l'espèce et ils ont donc leur mécanisme de défense. Donc, le nerf brun cathartique que j'ai mentionné plus tôt et la grille du frêne, par leurs impacts combinés, ils sont un bon exemple d'emballement, d'envahissement. La grille, elle mène à la mort massive des frênes du Mont-Royal que nous devons couper pour ralentir la propagation de la frille et pour éviter donc les accidents, pour pas qu'ils tombent sur des secteurs où les gens marchent, pour être très, très dangereux. Et donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça cause donc de grandes percées lumineuses se créent dans la canopée, ce qui favorise notamment l'assèchement de milieux humides importants pour la faune et la flore d'ici. Et ça va aussi favoriser la propagation rapide du nerf brun. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc un emballement donc d'envahissement. C'est quand deux espèces exotiques ou même plus vont nuire ensemble, par leurs effets combinés, vont nuire ensemble. Donc, les plantations auxquelles nous, on procède actuellement, combinées donc avec les coupures de nerf brun cathartique, elles visent à combattre les effets négatifs, donc combinés de ces deux espèces exotiques envahissantes. Donc, à cet égard-là, les impacts de la grille du frêne sont considérables. Sauf que nous, on a entrepris, depuis le début des coupes des frênes, donc en 2017, de grands travaux de plantation à l'aide d'équipes de bénévoles. Donc, ici, vous voyez 7552 végétaux plantés depuis 2017 par les Amis de la montagne. Donc, de ces quelques 7000 et quelques arbres plantés là, plusieurs donc, proviennent de la pépinière municipale qui sert justement à reverdir des milieux qui sont touchés massivement par les coupes
liés aux freins. Bref, ceci conclut donc ma section sur l'historique des plantations. Je passe donc la parole à mon collègue Antonin qui va vous parler des plantations des Amis de la montagne. Aujourd'hui, en fait, d'hier, je dis d'hier, donc des Amis de la montagne, donc d'hier à aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Super, merci Dominique. Donc, en troisième partie de ce Q2C, on va regarder 4 points. Donc, on va regarder un peu les actions qui sont réalisées par les Amis de la montagne depuis le début des projets de plantation. On va regarder un peu l'historique de ce qu'on a fait depuis 1994 et on va s'intéresser plus particulièrement à 2 zones de plantation qu'on appelle la forêt noire et la sentinelle. C'est leur petit surnom. Donc, les plantations ont débuté, comme on le disait tantôt, en 1994 avec les Amis de la montagne, donc lors de la corvée du Mont-Royal. En 2006, on a commencé le programme d'intendance environnementale bénévole du samedi matin, dont plusieurs d'entre vous sont familières. Et au début des années 2000, on a commencé aussi le volet des plantations avec le PIE, donc le programme d'intendance environnementale corporatif. Donc ça, c'est un peu notre force de frappe du côté des plantations. Qu'on a commencé aussi en 2008, c'est le suivi des plantations. Donc, c'est un protocole qui nous vient de l'Institut de recherche en biologie végétale, l'IRBV. C'est un protocole qu'ils ont développé pour les parcs nature spécifiquement. Donc, on utilise ce protocole-là pour faire le suivi des plantations sur 5 ans. Donc, quand on commence à choisir nos zones de plantation, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, on travaille avec les équipes d'experts de la Ville de Montréal, que ce soit les techniciens en aménagement ou les ingénieurs forestiers. Donc, on prend plusieurs choses en compte. On veut regarder déjà qu'est-ce qu'il y a dans notre zone et qu'est-ce qu'on veut y ajouter. Donc, des points importants, on peut regarder, est-ce qu'on a affaire à une zone ouverte? Donc, est-ce que la canopée est très ouverte ou est-ce que la canopée est fermée? Hein? Donc là, on parle vraiment des grands arbres qui vont couper la lumière. Si on regarde dans une érablière sucrière, admettons, on peut avoir seulement 2% de la lumière qui passe jusqu'au sol. Donc, c'est très important à prendre en compte. On a aussi des points importants, comme on a regardé avec Lucas en début de présentation, donc le drainage et la pierrosité, hein, qui vont affecter aussi les espèces qu'on va choisir. Et aussi, on va regarder la mosaïque de hauteur. Donc, si on est dans une zone où on a déjà beaucoup de gaulies ou de semis, on ne va pas replanter les mêmes tailles d'espèces. On va essayer de garder une mosaïque de hauteur comme ça et on va essayer de planifier pour pouvoir avoir une forêt qui est inéquienne, hein, comme on parlait au début, avec différentes strates de hauteur. Donc ça, c'est quelques points qu'il faut regarder avant de choisir une plantation. Ensuite, au niveau de la structure de l'arbre, hein, on a aussi des arbres à croissance lente ou des arbres à croissance rapide. Des arbres à croissance lente avec un bois très solide, hein, on peut penser à, mettons, au chêne rouge ou à l'ostrier. Des arbres qui vont pousser très lentement, mais qui vont avoir un bois très dense. À l'inverse, on pourrait avoir le bouleau blanc, mettons, hein, ou les peupliers, qui vont avoir une croissance très rapide, mais qui vont avoir un bois plus tendre. Donc plus prompt à casser aussi, qui vont souvent avoir une durée de vie moins longue. On peut regarder au niveau de la faune, hein, c'est un point important pour nous, la capacité de notre écosystème à servir d'habitat, hein, de nourriture à la faune. Donc, on va regarder, on a des arbres à noix, on voit ici des glands de chêne rouge, on a aussi les carriers qui vont produire des noix, différentes espèces de chênes. Donc, ça, c'est un point important à considérer. On a des arbres et des arbustes fruitiers, donc ils vont produire beaucoup de fruits, dont certains peuvent rester en hiver. Donc, encore une fois, en ce qui a trait à la faune, surtout à l'avifaune, hein, aux oiseaux, c'est un point important qu'on considère. Et aussi, on a les arbustes à croissance rapide. Hein, les arbustes peuvent être très résistants, mettons comme le cornouiller stolonifère, qu'on va pouvoir utiliser pour fermer des zones ou des sentiers, c'est selon. Donc, c'est des arbustes qui vont pousser rapidement, qui vont vraiment fermer une zone et qui vont être très résistants, même si on les piétine, ils vont se relever et reprendre leur place. Donc, si on regarde un peu ce qu'on a fait depuis 1994, moi, je trouve ça assez impressionnant, ma foi.
il y a 33 711 arbres et arbustes qui ont été plantés avec le programme d'intendance environnementale des Amis de la montagne. Donc, c'est des chiffres qui sont assez énormes. On voit qu'on a une diversité assez grande aussi. On essaie d'augmenter la résilience des forêts du Mont-Royal. Donc, ici, on a 45 espèces végétales différentes qui ont été plantées depuis 1994. Toujours en suivant évidemment les différents peuplements de la montagne. On essaie d'ajouter un peu d'espèces pour augmenter la résilience de ces peuplements-là. Et le tout a été réalisé par 9 337 bénévoles. Quand même impressionnant, ça donne environ 20 000 heures de bénévolat. Donc, d'assez gros chiffres. Et évidemment, c'est des participations bénévoles. Donc, on sait qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui sont revenus plusieurs fois sur ce chiffre. Donc, ici, une petite carte des zones qui ont été reboisées par les Amis de la montagne. Donc, on voit ici juste le côté du parc du Mont-Royal. Donc, du côté ouest sur la carte, du côté gauche, donc, on a le secteur de la Fougerêt. Au centre droit, on a le secteur du Sommet. Et à droite, complètement, on a le secteur du Piémont. Donc, c'est les trois grands secteurs, trois des grands secteurs du Mont-Royal. Donc, on voit qu'on a concentré beaucoup de nos plantations dans les secteurs de la Fougerêt et du Sommet. Donc, c'est un peu plus facile d'accès aussi pour notre programme d'intendance. C'est des secteurs qui étaient très touchés, notamment pour certains endroits, par le nerf brun cathartique. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder un peu plus en détail deux zones. Je les ai notées ici en A et B. Donc, la zone A, c'est la zone de la forêt noire qui est proche du marécage du Mont-Royal. Et la zone B, la zone de la Sentinelle. Donc, regardez un peu plus en détail ce qui a été fait dans ces zones. Donc, si on regarde la forêt noire, c'est une paissière blanche. Donc, on parlait tantôt des plantations d'épinettes blanches qu'il y a eu sur la montagne, réparties en quelques petits peuplements assez denses. Donc là, ici, on dit une paissière blanche sénescente, comme on dit. Donc, il n'y a pas vraiment de reproduction qui se fait des épinettes blanches, que ce soit par la canopée qui est maintenant complètement fermée ou des questions de pH, d'acidité du sol. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ça. Donc, c'est une plantation qui a été faite autour des années 60. Donc, les individus commencent lentement à mourir et à tomber. Donc, on n'a pas, avec l'absence de recrutement, on a un changement ici de peuplement. Si on regarde, c'est aussi une zone qui était très, très dégradée à l'époque, jusqu'en 2015-2016, par le piétinement et les feux. Donc, à mesure que la zone s'ouvrait, les arbres tombaient. Il y avait des gens qui avaient la très bonne idée, comme vous pouvez voir, d'aller faire des feux qui étaient assez massifs, ma foi, si vous voulez. Si vous voyez la pelle en premier plan, c'est des feux qui étaient très, très gros, qui avaient beaucoup d'impact sur le sol. Et les zones périphériques étaient complètement piétinées. Donc, on avait une perte de la flore, mais aussi des enjeux d'érosion liés. On est juste à côté du marécage. On est en pente descendante vers le marécage. Donc, il y avait plusieurs enjeux qui frappaient cette dite forêt noire. Donc, ce qu'on a fait pour pallier à ça, on a travaillé avec 128 bénévoles pour la plantation de 551 arbres et arbustes indigènes entre 2016 et 2018. Donc, on a travaillé en 3 phases dans ce secteur-là. On a planté différentes espèces à chaque fois dans différents milieux aussi pour essayer à la fois de fermer des sentiers et de revitaliser le site. Donc, ce qu'on a planté ici, on a 12 espèces d'arbres pour un total de 355 et 12 espèces d'arbustes pour un total de 196. On va regarder un peu plus en détail. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est la liste des arbres et des arbustes qui ont été plantés. Donc, c'est une paissière blanche, mais qui comportait aussi beaucoup de frênes d'Amérique et un peu plus loin, proche du marécage, du frêne noir, qui est une frêne noire marécageuse. Donc, on ne va pas replanter du frêne d'Amérique dans une frênée sénescente. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est, conserver le couvert de conifères, qui est un endroit assez spécial, surtout pour les oiseaux, ça va les aider beaucoup en hiver. C'est une zone qui est très, très, très active en hiver et au printemps au niveau de l'avifaune.
Et on voulait quand même garder un peuplement de mixte, donc un peuplement avec des feuillus et des conifères. Donc, on a lentement remplacé le frêne d'Amérique, qui est disparu de sa belle mort. On tend à le remplacer lentement par une série d'érables, dont l'érable à sucre, l'érable rouge et l'érable de Pennsylvanie. On voit qu'on a aussi du tilleul d'Amérique, qui est une espèce qu'on retrouve un peu partout sur la montagne, qui est associée à différents peuplements. Hein. On va retrouver du tilleul dans les érablières, autant que dans les chênaies, autant que dans les frênets. On a aussi rajouté une suite d'espèces pour, comment dire, rendre notre forêt un peu plus résiliente. Si on plante juste des érables et qu'on a dans quelques années, je ne sais pas, le longicorne asiatique qui arrive, qui décime tous nos érables, on ne se retrouvera pas gagnant. Donc, on a ajouté différentes espèces, le carrier cordiforme, l'ostrier de Virginie, le charme de Caroline. Et dans nos conifères, on a gardé le mélèze laricin, le tuya occidental et la pruche du Canada, qui vont tendre à terme à remplacer nos épinettes blanches. Au niveau des espèces d'arbustes et arbrisseaux, on a, comme on disait, beaucoup d'espèces qui vont produire des fruits. On pense encore à nos oiseaux. Donc, on a de la mélanchée du Canada, de l'aubépine, cerisier à grappe, les viornes, les 2 espèces de viornes, les ronces odorantes et les noisettiers qui vont produire vraiment des fruits et des noix. Donc, un apport très important aux habitants. Si on regarde une deuxième zone, donc la Sentinelle, c'est une frênée d'Amérique à chêne rouge. C'est une ancienne zone d'arbres sur gazon. Donc, si on regarde dans les années 60-70, des images de cette zone-là, c'est vraiment un air gazonné avec des très gros chênes rouges. Donc, pas grand-chose d'autre qui pousse là. Ce qui a été décidé par la suite, c'est de laisser cette zone-là en friche. Donc, ce qui s'est passé, malheureusement, qui a pris la place de la friche, eh bien, c'est le nerf brun cathartique. Donc, le nerf brun a pris justement cette place-là qu'on lui a donnée et a complètement envahi la zone. Donc, en 2017, quand on a commencé les travaux, il y avait des milliers de nerfs bruns qui avaient pris la place. On a tourné autour de 4 mètres de hauteur avec une densité très, très élevée. On ne pouvait pas vraiment marcher à travers la zone. Donc, on imagine qu'il n'y avait vraiment aucune lumière au sol. Donc, ce qui stoppait complètement la régénération dans cette zone-là. À l'automne, on a commencé à travailler avec des bénévoles pour faire la coupe de ces nerfs bruns-là. Donc, ça nous a pris plusieurs semaines à éliminer complètement les milliers de nerfs bruns qui s'y trouvaient. Et par la suite, comme il ne restait plus grand-chose, il a fallu évidemment faire du reboisement massif. Donc, si on regarde ici, on a 521 bénévoles qui ont été impliqués dans la plantation de 1065 arbres et arbustes en 2017. Donc, on a tout fait la même année. On a fait la coupe suivie de la plantation. Dans cette zone-là, on a 17 espèces d'arbres qui ont été plantées pour un total de 640, 15 espèces d'arbustes pour un total de 425. J'ai divisé ici une page pour les arbres, une page pour les arbustes parce qu'on a beaucoup d'espèces. Donc, comme on le disait tantôt, on est dans une frênée, on ne veut pas replanter du frêne, donc on essaie aussi en même temps de diversifier un peu le peuplement. Donc, si on a planté majoritairement de l'érable à sucre, de l'érable rouge, de l'érable de Pennsylvanie et de l'érable à épis, donc 2 espèces qui sont plutôt un peu plus arbustées, un peu moins de gros calibre que l'érable à sucre et l'érable rouge. On a planté aussi dans une frênée d'Amérique à chêne rouge, donc on a mis beaucoup de chêne rouge accompagné de son cousin, le chêne à gros fruits. Encore le tilleul, 2 espèces de carrier, et on a une belle suite ici de bouleaux, donc le bouleau jaune, bouleau à papier, bouleau gris, et aussi du micocoulier, qui est une espèce assez rare sur la montagne dans la région montréalaise, mais une espèce qu'on veut conserver sur la montagne. Si on regarde au niveau des arbustes, on a une grosse diversité encore, donc la mélanchier du Canada, la mélanchier glabre, du cerisier, des cornouillers, comme on parlait tantôt, qui vont vraiment faire la fermeture visuelle du site, les viandes lentago, viandes trilobées, les différentes ronces, la ronce du moïda qu'on appelle communément le framboisier, et les 2 espèces de sureaux. Donc, on vise encore une fois vraiment la production de nourriture pour la faune dans ces zones. Donc, vous voyez qu'on a une belle diversité. On essaie vraiment de... Si vous passez sur ces 2 secteurs-là, vous pouvez aller voir les plantations qui ont été faites
c'est des lieux qui sont vraiment très riches et très vivants. Hein. Vous passez au printemps dans la forêt noire, on a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Donc, ça montre un peu le succès de ces zones-là. Donc, en conclusion, on va regarder vers le futur et plus loin. Donc, dans les prochaines années, évidemment, hein, on a terminé les 2 premières phases d'abattage pour la grille du frêne. Donc, comme on le disait, on se retrouve avec des très grandes ouvertures lumineuses dans le parc. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de reboisement qui va être fait dans les prochaines années par la Ville de Montréal et par les Amis de la Montagne. Donc, ça va être à suivre. Et aussi la refonte partielle du réseau des sentiers qui va se faire. Donc, revoir un peu tout ce qui se passe comme sentier dans le parc. On a plus de 60 km de sentiers sur 2 km². Donc, il y a une refonte qui va être faite à ce niveau-là. Il va y avoir des fermetures de sentiers, du réaménagement de bordures de sentiers. Donc, tout ça, ça va passer par les plantations dans le cadre du PIA toujours. Et on va travailler aussi à augmenter la résilience de la forêt de Montréal au changement climatique, que ce soit en augmentant la diversité des peuplements, que ce soit aussi, il y a des études qui sont faites sur la génétique des plantes, essayer de diversifier un peu les espèces, voir qu'est-ce qui va s'en venir dans les prochaines années. Donc, tout ça va être pris en compte dans les prochaines années pour la planification des plantations. Donc, ça fait un peu le tour aussi. Évidemment, cette année, d'habitude, on travaille avec des bénévoles dans le cadre du programme d'intendance. On a des centaines d'heures de participation pour réaliser les plantations. On plante une moyenne d'environ 2000 végétaux par année. Cette année, avec la COVID, on a dû annuler le volet plantation avec les bénévoles grand public. Ça nous a fort attristé. Et on a planté les 1075 végétaux qui avaient été offerts par la pépinière de la Ville de Montréal. On les a plantés entre employés. Et on espère pouvoir recommencer avec vous. On a une beaucoup plus grosse force de frappe quand les bénévoles sont là. Donc, on espère poursuivre dans les prochaines années avec vous. Et voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir été présents. Merci à toutes et à tous. On va maintenant enchaîner avec la période de questions.